sommes-nous? Qui sommes-nous pour venir discourir ici ce soir? Cette question, nous nous la posons à chaque fois que nous franchissons ces portes, à chaque fois que nous nous retrouvons sous cette coupole. Qui sommes-nous? Personne, rien. Nous ne sommes rien. Et c'est parce que nous sommes rien que nous partons de rien ce soir, que nous ne pouvons que grandir et que nous devons admettre que nous sommes rien face à ces génies que l'éternité ne fait qu'effleurer ici. Chers orateurs, je crains de vous avoir entraîné dans un piège ce soir. Vous n'êtes pas venus pour gagner, vous êtes venus pour perdre. Perdre d'abord votre personne, vous, perdre votre langue, perdre votre regard, perdre votre gestuelle, vos différents discours, vous perdre entièrement et vous abandonner à votre discours. Et puis, vous êtes venus pour perdre face à la personne qui vous contredira. Oui, parce que bien malheureux est celui qui gagne sans aucun retour, car il n'en ressort pas grandi. Le perdant, lui, est obligé, la prochaine fois, de se dépasser, obligé face à la difficulté dans laquelle il a été mis. Chers orateurs, vous êtes bienvenus pour perdre, mais en même temps, vous êtes venus pour défendre. Défendre vos idées, défendre la personne que vous êtes, votre être, votre âme, défendre l'accusation, défendre la défense, défendre tout envers et contre tout ce soir sur ce pupitre-là. Cette défense, cet amour de la plaidoirie, de la parole, elle est incarnée par deux orateurs exceptionnels qui plaideront ce soir. Maître Francis Triboulet à l'accusation, Maître Jean-Yves Le Borgne à la défense. Je pourrais dérouler des compliments dithyrambiques, mais je resterai simple et sincère, car votre talent est sans borne, certes. Vous êtes tous deux de brillants avocats, mais votre présence ici vous distingue par votre gentillesse, votre probité. Nous sommes tous incroyablement honorés d'avoir l'occasion de vous entendre ce soir. Cher maître, merci d'être ici. Vous tous donc viendrez défendre, mais défendre quelque chose de supérieur, quelque chose de lié à l'art, peut-être au sublime selon l'approche que vous choisirez. La muse, ce soir, sera portée devant les tribunaux. Et cela a quelque chose de magnifique, de venir défendre quelque chose qui nous dépasse dans un tel lieu. Vous avez un devoir très particulier et vous en ressortirez tous plus élevés. Cher jury, avant de quitter cette scène, j'aimerais donc rappeler une vérité altruiste. Ce soir, comme tout autre soir, dans l'art oratoire qu'on nomme tout autre art, il n'y a de véritable victoire que dans la défaite. J'appelle maintenant à la parole Élise Foncuberta, responsable du pôle procès. Cher public, nous y voici. Au premier procès de concept de la Fédération française de débat et d'éloquence. Nous sommes très fiers de proposer un sujet qui place la femme au cœur du débat. Alors il y a certes eu quelques hommes muses, mais la première image qui vient à votre esprit est celle d'un artiste qui peint et qui décrit une muse. Passive mais inspirante. Ce procès est l'occasion de questionner cette image et de mettre à l'honneur la femme, l'occasion d'interroger la place de la femme dans le domaine de l'art aussi oratoire. Parce que la femme occupe une place bien mince dans le monde de l'éloquence, que ce soit par les sujets choisis ou par la faible proportion de femmes dans les concours et dans les associations. Et dans tous les arts, bien trop longtemps,
la place de la femme a été celle que l'homme a bien voulu lui accorder. Et ce soir ne fait pas exception. Alors que nous proposons un sujet résolument féministe, avec sur 4 témoins, 3 rôles de femmes, ce soir, nous n'écouterons qu'une seule oratrice. Et si ce procès est majoritairement composé d'hommes, il y a plusieurs explications. D'abord, le très faible nombre de candidates aux sélections. À chaque événement, nous regrettons la proportion entre hommes et femmes. Alors, mesdames, tentez! Nous ne sommes pas moins talentueuses, nous sommes capables de prendre la parole, d'élever nos voix et de maîtriser tons et verbes. Inscrivez-vous à chaque sélection, sans quoi nous ne pourrons voir demain une fédération paritaire. Mais il faut dépasser ce simple constat. C'est aussi à notre fédération de sélectionner davantage de femmes. Elles sont toutes aussi brillantes. Et pourtant, on les croit parfois moins capables de s'adapter à tel ou à tel rôle. C'est à notre fédération de montrer l'exemple. Il n'y aura pas plus de femmes aux sélections si on ne leur montre pas qu'elles aussi peuvent être prises. Parce que ce sont ces décisions qui permettent de lutter contre les préconceptions et les biais existants. Alors, chacun a son rôle dans ce combat. Et je m'adresse particulièrement aux associations. Encourager la prise de parole des femmes, organiser des concours et écouter, car nous avons beaucoup à dire et à proposer. Et si je parle de l'importance de la féminisation de l'art oratoire, c'est parce que ses conséquences sont bien plus vastes. Il n'y aura jamais de changement dans notre société sans la prise de parole de femmes. Nous avons des exemples de grandes oratrices, mais il ne faut pas oublier qu'à chaque échelle, des femmes prennent la parole tous les jours, au sein de leurs entreprises ou de leurs associations, pour changer petit à petit notre société, pour pouvoir être rémunérées équitablement, être représentées dans nos institutions et aussi être respectées dans notre quotidien. Au travers de chacune de ces revendications, c'est le projet d'une société nouvelle qui s'esquisse. Alors le travail à fournir en vue d'une égalité homme-femme reste colossal. Alors, commençons ici. Mais heureusement, les femmes ne sont pas absentes de ce procès et elles siègent pour beaucoup dans ce tribunal d'exception. Il m'incombe alors de présenter ce jury d'honneur qui saura discerner le romantisme de la réalité pour juger la muse. Notre première jurée est l'une de ces femmes, soucieuse des grands enjeux sociétaux contemporains. Madame Adeline Kubert, vous avez cofondé la société Artwork in Promise, qui travaille avec différents artistes pour exposer leurs œuvres. Vous êtes aussi le visage derrière le podcast Passionnari Art, dans lequel vous recevez des musiciennes, des influenceuses ou des écrivaines. Vous participez à la visibilité de ces femmes artistes en mettant à l'honneur leur travail pour inspirer celle de demain. Vous pourrez alors parfaitement analyser chaque performance et ce concept qu'est la muse. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir Madame Adeline Kubert. Notre prochain juré est un avocat de talent et de conviction. Maître Lévy, ce sont par vos mots et cette maîtrise du verbe que vous êtes devenu secrétaire de la conférence en 2017. Alors aussi habitué du classement JQ des 30 avocats les plus puissants de France, vous restez un homme prêt à vous engager auprès des plus démunis. Vous avez en effet cofondé avec François Sureau l'association Pierre Clavé, qui propose aux demandeurs d'asile une aide judiciaire, des cours de langue et de civilisation française et un accompagnement dans leur recherche d'emploi. Alors si hier vous étiez avocat de l'accusation au procès de Brutus, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui dans le jury cette fois pour disséquer chacun des arguments qui verront la muse acquittée ou définitivement condamnée. Cher public, voici Maître Antonin Lévy.
Historienne de l'art? Non. Actrice de théâtre? Non. Autrice? Peut-être enseignante? Hortense Bellotte est tout cela à la fois et pas qu'un peu, car toute sa vie, elle a su allier ses passions et les transmettre. Madame, vous les transmettez grâce à votre série « Merci de ne pas toucher » sur Arte, dans laquelle vous n'exposez pas l'histoire, vous la faites vivre, en revisitant des chefs-d'œuvre brillamment. Alors, de votre œil acéré, aussi bien sur la forme que sur le fond, la justesse de vos critiques saura faire éclater la voix de la justice. Je vous prie d'accueillir Hortense Bellotte. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir Éric de Chassey. Monsieur, vous êtes directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art et professeur d'histoire de l'art contemporain à l'École normale supérieure de Lyon, directeur de l'Académie de France à Rome dans la célèbre Villa Médicis et aussi auteur de nombreux ouvrages sur l'art. Vous serez ce soir une référence en la matière et vous saurez apporter une vision globale sur le concept de muse. Mesdames, Messieurs, Monsieur Éric de Chassey. Et enfin, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Dominique de Fonréau, historienne de l'art, conservatrice générale du patrimoine et professeure à l'École du Louvre et à Sciences Po Paris. Vous avez occupé les postes de directrice du Musée national Eugène Delacroix et êtes l'actuelle directrice de la médiation et de la programmation culturelle au Musée du Louvre. Vous pourrez alors déceler le moindre faux pas ou la moindre erreur historique de nos étudiants. Cher public, merci d'accueillir Madame Dominique de Fonréau à la présidence du jury. Il est maintenant temps pour moi de laisser la parole à Raphaël, secrétaire général, qui présentera les orateurs de cette soirée. J'espère que le public trouvera les orateurs inspirants et j'ai aussi l'intime conviction qu'il s'y cache ici les oratrices de demain, fortes, aimant l'art et l'idéal. J'appelle maintenant Raphaël Olivier, secrétaire général de la Fédération. Je me sens humilié. Oui, cela fait 3 ans. 3 ans que je candidate aux présélections de chaque procès de la FFDE. 3 ans que je me bats, que je retourne mon cerveau, mes mots et ma chambre pour avoir le meilleur discours possible. 3 ans que je souhaite défendre Céline, Brutus, Mérine et tous les autres dictateurs de République bananière. Et 3 ans qu'on me dit « Raph, ton discours est bien, mais un élément s'oppose à ta candidature, tu es trop de droite. » Maître Le Borgne, vous disiez dans une interview que la politique n'exerce pas de pression sur la justice française. Moi je vous réponds qu'à la FFDE, c'est bien la gauche qui dirige tous ces tribunaux. Vous me direz, faut bien qu'en France, elle dirige quelque part. Enfin bon, on me demande de faire la présentation des orateurs étudiants de ce procès, de faire l'éloge, l'apologie, de vanter les mérites de leur parcours de ces orateurs qui ont 20 ans. Mais je dois l'admettre. J'admets qu'ils ont réussi là où j'ai échoué. J'admets qu'ils ont été sélectionnés pour plaider ce que je n'ai jamais réussi. J'admets qu'ils ont beaucoup plus de talent que je n'en aurais jamais. Et pour toutes ces raisons, j'admets que je les déteste. Et comprenez-moi, c'est un peu comme si ça faisait des années que vous étiez fou amoureux d'une personne. Vous la désiriez. Vous donneriez tout pour être avec elle. Et un jour, l'espoir renaît, elle vous appelle et elle vous dit « Bonjour, veux-tu être mon témoin de mariage ?» Mais après tout, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans le milieu de l'éloquence, c'est que ceux qui vont le plus loin sont toujours ceux qui restent humbles et les pieds sur terre, résistant à la tentation d'un ego aux envolées délétères. C'est la raison pour laquelle je vais tout de même m'acquitter de présenter ces orateurs, et surtout parce que sinon je me fais virer par mon propre bureau. Alors pour la présentation, je souhaitais éviter un discours un peu trop pompeux,
dans lequel je vous liste leurs CV et expériences. Je reste secrétaire général de la fédération, pas directeur des ressources humaines, et donc je me contenterai de quelques éléments ponctuels de leur vie. La première oratrice de la soirée, Mao Roussel. Mao est une artiste sur plusieurs tableaux. Oratrice incarnant ce soir le personnage de Suzanne Valadon, elle a aussi été actrice incarnant le personnage d'une série il y a quelques années. Mao aime beaucoup de choses dans la vie. La randonnée, le badminton, la planche à voile, le théâtre, la lecture, la couleur jaune, et ce qui fait sa singularité, et pour moi, sa totale étrangeté, elle adore le riz au lait. Elle a également participé à plusieurs concours, notamment le concours de pitch organisé par la FFDE et le concours d'éloquence dans son école qu'elle a remporté. Mao est née à Marseille, mais nous indique perdre son accent dès lors qu'elle quitte la ville phocéenne, et à moins que ce soir elle ne prononce les mots « jaune, rose et roll », vous ne le sentirez pas. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Mao Roussel, témoin de l'accusation. Alexandre Perrault nous contera, à travers son incarnation, la vie de Juliette Drouet, muse de Victor Hugo. Je connais bien l'orateur et de l'exordre à la Perrault. Alexandre n'est pas du style à pérorer des textes droués d'orgueil à un Hugo surdimensionné et corrompu. Bon, visiblement, les jeux de mots, c'est pas mon fort, peut-être pour cela que je n'ai jamais été sélectionné. Autrement, Alexandre, tu nous affirmes être un pur produit du Sud, en être originaire et y tenir des racines fortement ancrées, vouer presque un culte à cette côte méditerranéenne. Puis je regarde son lieu de naissance et je m'aperçois qu'il est né à la clinique du Chesnay, à 15 minutes en Uber d'ici. Alexandre est à Sciences Po, mais Alexandre n'est visiblement pas à Sciences Géo. Alexandre aime Johnny, le piano, le sport et l'éloquence, et lui-même le dit, s'il a une chose essentielle à retenir concernant l'art oratoire, c'est le partage de cette passion. Bref, Alexandre dit des choses consensuelles. Alexandre est à Sciences Po, Alexandre est de gauche, Alexandre a été sélectionné, ma théorie se confirme, et moi je déprime. Mais aujourd'hui, grâce à ton travail, résilience et talent, il s'apprête devant vous, mesdames et messieurs, à plaider sous les traits de Juliette Drouet, mesdames et messieurs, Alexandre Perrault. La maman du prochain orateur a invité toutes ses copines ici en leur disant « T'imagines, mon fils est tellement fort qu'il rentre au panthéon de son vivant. » Eh bien, madame, si vous êtes là, merci, votre blague a bien fonctionné. Effectivement, Thomas, je ne te souhaite pas de rejoindre Voltaire, Hugo, Veil ou Dumas tout de suite, mais peut-être qu'un jour, tu auras aussi ta place, au motif, entre autres, que tu es le meilleur imitateur mondial de Fabrice Lucchini. Oui, mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, Thomas, lorsque Fabrice Lucchini refuse nos invitations, se fait un plaisir à le remplacer. Ce soir, néanmoins, c'est de l'artiste Marc Chagall dont Thomas devra s'emparer des traits. Un nouveau défi, donc, pour lequel il espère enfin rompre avec son image de Raymond Poulidor de l'éloquence. En effet, Thomas arrive toujours en finale, mais ne gagne jamais. Autrement, ce jeune orateur de Sciences Po a participé au Trophée des orateurs, au prix Mirabeau de Sciences Po, participe dans 2 jours au prix sur l'éloquence organisé par le gouvernement français lui-même. Bref, il est un peu comme le Covid, il est partout, tout le temps, et il nous contamine à sa passion grâce à son talent, à l'éloquence. Mesdames et messieurs, Thomas Zachnik. Le prochain orateur m'a dit avoir un faible pour les siestes. Et c'est à peu près tout ce qu'il m'a décrit, mesdames et messieurs, dans un tonnerre d'applaudissements, Cyprien Divaret. Mais lorsqu'il voyage dans ses rêves, il joue du piano. Il joue très bien du piano. Ses jeux préférés sont le Monopoly et le cache-cache. Monopoly pour gagner des sous, cache-cache pour les cacher. Vous l'aurez compris, il vient tout droit du Luxembourg.
C'est un grand amateur de théâtre et d'éloquence. Il a participé à de nombreux concours et deviendra en septembre le président de son association. Enfin, dernier élément, Cyprien a été victime d'alectrophobie, autrement dit de la phobie des poules, jusqu'à ses 19 ans. Il a aujourd'hui 19 ans et 6 mois, donc évitez de lui parler du coq français qui a perdu ses plumes il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, vous serez sans nul doute séduits comme je l'ai été par son talent d'orateur, son talent d'incarnation et son talent pour véhiculer des émotions. Je vous prie d'applaudir une deuxième fois Cyprien Divaret. Qui incarnera donc Camille Claudel. En 2018, un orateur brillant achève une plaidoirie sur le sujet « Change ton dôme quand on change de coiffure ». Il sort de la scène, descend les marches et se fait gifler par un orateur lillois. Cette histoire, c'est l'histoire du plaideur de l'accusation, qui depuis cette gifle n'a jamais cessé d'asséner à coups de verbes et de rhétorique des gifles de talent au public qui l'écoute. Maëlle Leroux, mesdames et messieurs, dispose d'un parcours dans l'éloquence étudiante aussi long que ses 1,92 m. Si une retraite existait pour les étudiants faisant de l'art oratoire, il est sûr que ce n'est pas Maëlle qui causerait les problèmes de son financement. Maëlle nous précise également qu'il est fan d'Harry Styles. On ne peut pas visiblement être parfait partout, mais donc un homme éclectique qui mettra son expertise et sa diversité au service de l'accusation de la muse. Pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, Maëlle Leroux. Le dernier orateur, enfin. Le plaideur étudiant de la Défense. Celui d'entre nous et dans cette salle, parmi les étudiants qui a le plus d'expérience. Le vétéran plaideur, qui a participé à près de 50 concours d'éloquence, qui a remporté le procès de Brutus, la conférence Lysias nationale en devenant lauréat national en plaidoirie pénale en 2019, qui a résisté au plus grand ténor du barreau et dont la mère l'appelle encore Mabouille à 24 ans. J'ai nommé Sofiane Ben Slimane. Alors, Sofiane, je cite ses hobbies, il le dit lui-même, il aime manger, aller au cinéma tout seul, lire, écrire, manger, 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 boire, manger et manger. Mais Sofiane est trop modeste. Il est véritablement l'un de ces orateurs qui a travaillé de longues années pour arriver au niveau qu'il vous servira ce soir. Modèle d'exemplarité pour beaucoup, dont moi, il prouve qu'avec de l'abnégation, des efforts et de la persévérance, le talent vient en chantant. Mesdames et messieurs, prenez garde, vous risquez d'être vous aussi charmés par son verbe, emportés par ses mots et enivrés par sa plume. Je vous prie d'applaudir bien fort Sofiane Ben Slimane, plaideur de la Défense. À présent, je me tais. Je laisse la place aux véritables artistes de la soirée et à leurs muses. La FFDE, mesdames et messieurs, vous remercie pour votre présence et vous souhaite une excellente soirée, placée sous le signe de l'art, du talent et de l'audace. J'appelle maintenant à la parole le premier témoin de l'accusation dans le rôle de Juliette Drouet, Alexandre Perrault. La nuit du 16 au 17 février 1833 fut une nuit bénie. Elle eut au-dessus de son ombre le ciel ouvert. Ce fut la nuit de noces de Marius et de Cosette. Les Misérables, tome 5, page 343. Cette nuit de noces, mesdames et messieurs, du 16 février, n'appartient en réalité en rien à Marius et Cosette. Cette nuit m'appartient. Ce fut la nuit où le créateur de ces personnages et moi nous sommes aimés pour la première fois. Ce fut la plus belle nuit de mon existence, jusqu'à ce qu'elle ne se résume à une référence cachée
au service de l'art de celui que j'ai aimé et servi pendant 50 ans, Victor Hugo. En vérité, ce soir-là du 16 février 1833, Victor n'était plus vraiment aimé par sa femme qui refusait de l'approcher et de le toucher. Il n'en était pas au meilleur de son art et, à vrai dire, j'aurais pu jeter mon dévolu sur bien meilleur que lui. Mais ce soir du 16 février 1833, l'amour a frappé et c'est en lui, en tant qu'homme, en tant qu'artiste qu'il a repris confiance, par le culte que j'ai immédiatement voué à son corps et à son art. Mais imaginez donc un monde sans Gavroche, Valjean, ni Marius et Cosette. Un monde sans les contemplations ni les travailleurs de la mer. Un monde où le monde n'aurait pas de figure aussi unique, exemplaire et inspirante sur la tombe de qui se recueillir. Un monde où Victor serait en train de croupir, noyé au fond de la Seine, car fusillé par l'armée du coup d'État de 1851. Car s'il a pris la fuite cette année-là, c'est uniquement car je l'en ai convaincu, au péril de ma propre liberté. Ce monde, mesdames et messieurs, serait le nôtre si l'artiste que vous connaissez n'avait pas rencontré et abusé d'une muse, prête à tous les sacrifices, éblouie par un amour. L'amour, mesdames et messieurs de la cour, le vrai, celui qui bouleverse votre existence, il ne peut être expliqué. À vrai dire, il n'y a que cette force mystique qui a su me maintenir à ses côtés 50 ans durant. 50 ans passés à être sa muse, un outil de son art comme tant d'autres, comme un outil poussiéreux, indigne, perdu au fond d'un tiroir que l'artiste ne ressort qu'une à deux fois dans l'année. Par amour, je suis restée recluse dans des logis, des chambres de bonne, à sa demande, à sa disposition, en attendant qu'il fasse l'effort de venir me voir de temps en temps. Par amour, je lui ai écrit 22 000 lettres d'amour enflammées, une à deux par jour, presque toutes restées sans réponse. Par amour, j'ai recopié ses chefs-d'œuvre à sa demande, à m'en user les poignets des jours durant. Par amour, je suis restée une muse éprise, consentante à son emprise. C'est là le lot des muses lorsque l'amour se mêle à l'art. Les relations comme celles que j'ai vécues avec Victor sont autant de jeux où la femme met en jeu sa vie, sa carrière, sa réputation, ses libertés. L'artiste, lui, que risque-t-il? Rien du tout. Il n'a rien à perdre. Au contraire, il a tout à gagner. La dévotion éternelle d'une femme n'espérant qu'un brin de reconnaissance. L'idolâtrie d'une icône dont la beauté est enviée par toutes, qui est prête à vivre le pire, car ébloui par un talent. Il y gagne surtout l'amour d'une muse qui fait passer sa vie propre après celle de son artiste. Grand bien face à Madame Rosenfeld si son mari, Monsieur Chagall, a décidé de mettre au grand jour leur amour lumineux. Tant mieux si vous avez contribué à éditer ces ouvrages. Et grand bien vous fasse, Madame Valadon, si les peintres, artistes, musiciens dont vous fûtes la muse ont soutenu votre art et encouragé votre talent. Mais moi, Juliette Drouet, comme 1000 autres muses, j'ai tout perdu à ce jeu. Alors que je voulais le rôle de la reine, dans Ruy Blas comme dans sa vie, Victor ne m'a jamais accordé que le rôle de l'amante, de la maîtresse indigne. Et malgré nos destins et nos drames communs, la perte de nos filles Léopoldine et Claire, rien n'a jamais suffi à me valoir l'entièreté de son amour, de son respect et de sa considération. Par exemple, quand sa femme me transmettait les lettres qu'il écrivait à ses autres amantes pour mieux me déchirer le cœur, quand elle contactait tous les impresarios parisiens pour que jamais je ne décroche les premiers rôles, et quand elle refusait qu'ils viennent me voir pour faire entrer un peu de lumière dans les sombres chambres où je n'étais que muse recluse. Tout cela car j'avais commis l'affront de tomber amoureuse. Victor l'a toujours laissé faire. Et il n'a jamais voulu se compromettre un tant soit peu pour moi. Et je pense que c'est rongé par le poison de cette inconsidération que j'ai 1000 fois essayé d'imaginer ce qu'il serait advenu si les choses avaient été différentes. Si je n'avais pas rencontré Victor, c'est vrai, j'aurais probablement continué à me noyer dans le ruisseau de ma vie où je m'égarais déjà. Hélas, je n'ai jamais eu la force de me débattre contre ce torrent d'émotions.
Non pas car j'étais heureuse et satisfaite des conditions misérables qu'il m'imposait, mais car je caressais un espoir, comme 1000 autres femmes, qu'il m'aimait en retour. Si j'avais rencontré Victor à une époque différente, une époque fantasmée où les femmes auraient le droit de s'épanouir, de jouir de leur liberté et de profiter de leur talent, alors peut-être m'aurait-il encouragé à devenir éditrice ou écrivaine, m'aider à rester non pas seulement amoureuse, mais à devenir épanouie et libre. Le monde ne me remerciera jamais d'avoir été la muse de cet artiste. Il le devrait. Vous, tous ici, le devriez pourtant. Quand vous lirez son œuvre, lisez entre les lignes et voyez-y mes souvenirs comme ceux de 1000 autres muses, les souvenirs de femmes dont l'art a fané pour que fleurisse à jamais celui d'un génie. Première témoin de la défense, j'appelle maintenant à la parole dans le rôle de Suzanne Baladon, Mao Roussel. Je me souviens de ce réveil. Ce matin si particulier, où la fenêtre ouverte laisse ressentir l'humidité ambiante, rappelant l'orage qui nous avait secoués toute la nuit. Je frissonne, nue sous les draps. Je sens le poids de son corps sur mon torse, et pourtant je ne m'en sens que plus légère. Il circule en moi une vitalité singulière, comme si je venais à peine de naître. Je me dégage doucement et me lève. Il ouvre les yeux, réveillé par mes mouvements. Je commence à me rhabiller dans le silence scrutateur de son regard plein de douceur. Je le vois entrouvrir ses lèvres et articuler dans un souffle presque suppliant. « Épouse-moi ». Il avait vu en moi l'étincelle manquante au grand brasier de son génie, qui ne demandait qu'à se consumer. En quelques instants, j'étais devenue son essentiel. Pour lui, le temps de la passion constitue une exaltation même de l'être, une incitation à vivre qu'il appartient à l'homme de dissiper au fil des jours ou de transformer en œuvre permanente. Taquiner la muse, c'est toujours protester contre sa condition humaine et la fugacité des choses de ce monde où amour ne rime pas forcément avec toujours. C'est se bâtir un monument, un tombeau, plus persistant peut-être que le marbre. Mais pour moi, la passion de la veille était suffisamment retombée pour que mes idées soient lucides. Et je savais ce que je voulais. Et ça ne pouvait pas se résumer au rôle de muse d'Éric Satie. Je voulais exister, par moi-même. Je voulais devenir peintre, sortir de ma blanchisserie et être reconnue, admirée par mes confrères peintres, et non pas seulement acceptée. Alors je refusai sa main. Je ne saurais jamais si nos gymnastiques nocturnes sont à l'origine de ces gymnopédies, mais pour ma part, il m'en fallait un peu plus. J'avais du travail, car mon besoin était beaucoup plus prosaïque. Trouver ma muse était une préoccupation bien prématurée dans ma situation. D'abord, il fallait que j'aie les outils pour représenter ce qui m'inspire, que j'apprenne à dessiner, à esquisser, à mettre en couleur. Et c'est bien dans mon statut de muse que je trouve à tout ça, que je pus m'initier à toutes ces techniques. Je me souviens des longues heures passées à poser pour Renoir, où pendant qu'il me regardait, je l'observais, je le voyais bouger ses mains, mettre des couleurs, faire des croquis, froncer des sourcils.
Et je me revois le soir passer des longues heures à essayer de reproduire ces gestes. Et au fur et à mesure que le paysage prenait forme sur mes feuilles, je me souviens de l'excitation qui montait en moi. L'artiste aura été, pour moi, celui qui inspire, bien plus que celui qui est inspiré. Par un narcissisme curieusement inversé, il est celui qui, en donnant à voir, donne le désir de peindre. J'ai fréquenté Toulouse-Lautrec par la suite. J'ai beaucoup posé pour lui. Et il a été un des premiers à croire en moi. C'est lui qui m'a présenté à Degas. Degas qui m'a appris à dessiner, qui a été le plus grand mécène, qui a été mon plus fidèle admirateur. Je lui dois tant. Mais finalement, on doit reconnaître que c'est grâce à tous ces hommes qui ont vu en moi ce qu'ils voulaient voir que j'ai eu ce que je voulais avoir. Alors je voudrais m'adresser à ceux qui dénigrent le statut de muse, sans voir les possibilités que cela offre. Être muse m'a permis de m'élever plus haut que ceux qui ne me considéraient que comme telle. C'est grâce à ces regards déifiants que j'ai pu dépasser des montagnes et du Montparnasse, réussir l'ascension jusqu'aux Champs-Élysées, des peintres, être la première femme à rentrer à la Société nationale des beaux-arts. N'oublions pas que derrière chaque muse, il y avait des femmes. Et que leur sort n'était pas moins dépendant de leur personnalité que de leur trépied. Berthe Morisot, Elisabeth Siddal, Émilie Flog, toutes ces femmes qui avaient du talent, toutes ces femmes qui ont tourmenté plus d'un homme, mais toutes ces femmes pour qui le statut de muse n'a pas empêché de devenir des grandes artistes. Toutes ces passions, elles m'ont immortalisée, mais elles ne m'ont jamais empêché de vivre. J'étais libre, et c'était ça qui leur plaisait. Si certains m'ont pensé muse, moi, je n'ai jamais cessé de me penser. Camille Claudel, le second témoin de l'accusation, Cyprien Divaret. Le soleil ne s'était pas encore couché. Le vent doucement jouait avec mes cheveux. J'avais laissé courir mes jambes sans trop réfléchir, et mon esprit, lui, vagabondait. Et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Immense, majestueux, de sa hauteur, il semblait vouloir me dire un message, et de ses grands yeux me transmettre une chose. Ce jour-là, je le savais. J'ai su qui je voulais être, j'ai su ce que je voulais faire plus tard. Je voulais être sculptrice. Je voulais être capable de montrer à tous le visage qui se dessinait sur cette falaise. Je voulais être capable de montrer à tous que je pouvais faire de même, que je pouvais créer, concevoir, sculpter le visage de mes amis, le visage de mes ennemis, le visage d'inconnus. Par chance, et parce que mon père m'aimait, mon très cher père m'aimait profondément, nous avons déménagé à Paris. Lui travaillait la semaine pour rassembler assez d'argent, pour que j'aie un professeur et un atelier. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 19 ans, je deviens l'élève d'un sculpteur méritant et reconnu dans tout Paris, Auguste Rodin. Ce fut un professeur, un ami, puis un amant. Nous nous sommes aimés. Nous nous sommes aimés profondément parce que c'était tellement bon de s'aimer malgré l'interdit. Lui était trop âgé et moi j'étais trop jeune, mais ce n'était pas grave. Ce n'était pas grave, on s'aimait tout de même. Parce que c'était si bon de brûler sous ses caresses, de jouir de toutes ses tendresses, de goûter avec fraîcheur à toutes les douceurs, d'aimer et d'être aimé, d'être
accompagner, idolâtrer même. Cela, je l'ai compris quelques années après le début de notre relation. Je n'étais pas qu'une simple maîtresse pour lui, je n'étais pas qu'une simple amante, non, j'étais beaucoup plus important. J'étais essentiel, existentiel même. J'étais le socle de ses rêves, le socle de ses fantasmes, de ses désirs les plus profonds. J'étais son inspiration, j'étais sa muse. Mais à quel prix? Au prix de la triste réalité que nous ne partagions pas un amour pur, un amour bon, mais un amour néfaste et toxique. Parce qu'en réalité, j'étais enfermé dans un cadre duquel je ne pouvais sortir. Parce qu'en réalité, j'étais enfermé dans un cercle vicieux duquel je ne pouvais sortir. Parce qu'à ses côtés, je n'avais pas la possibilité même d'exister. J'étais sans cesse rabaissé à une chose que je ne suis pas, à une créature que je ne suis pas, à une personne que je ne suis pas. Je n'étais que l'élève du professeur, la maîtresse du maître, et la muse de l'artiste. Mais en tant que femme indépendamment de lui, je n'existais pas. Je n'étais pas reconnue comme telle. Et lorsque j'ai compris cela, il était déjà trop tard. Lorsque je suis parti, lorsque je l'ai quitté, lorsque j'ai tout quitté, il était déjà trop tard. J'avais ouvert mon propre atelier, j'étais à mon compte et pourtant les gens continuaient à ne pas me reconnaître, continuaient sans cesse à m'associer à lui, comme si Rodin, eh bien, j'étais tout sauf eux. J'étais sans cesse associé à lui. Rodin, toujours du Rodin. Mais moi, je n'existais pas. J'ai voulu goûter ne serait-ce qu'un instant à la célébrité et je ne voulais rien quitter, rien lâcher tant que je n'avais pas goûté ne serait-ce qu'un instant à ce moment de pur bonheur où tous nous regardent d'un regard admirateur, nous regardent pour ce que nous avons créé, pour ce que j'ai créé. Mais jamais cela ne s'est passé. On disait que je sculptais pour me divertir. Les gens jassaient. Lorsque quelques clients n'étaient pas des amis de Rodin, lorsqu'ils venaient vraiment pour mon talent, les gens jassaient disant que j'avais dîné avec lui, disant que j'avais couché même avec lui. Mais on ne me reconnaissait pas. On ne m'acceptait pas tel que j'étais réellement. On ne me laissait même pas la possibilité d'être ce que j'étais. Et lorsque j'ai été complètement désespéré, lorsque j'étais seul, ruiné, une fille d'une mère détestée, un frère qui m'a oublié, un père décédé, plutôt que de m'aider, plutôt que de m'aimer, plutôt que de m'accompagner, on m'a enfermé. On m'a enfermé pour folie. Et je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. La seule folie peut-être que j'ai pu faire, c'est d'offrir mon amour dans les mains d'un artiste qui m'a complètement détruit. Qui m'a complètement détruite. On ne m'a pas enfermée parce que j'étais folle. On m'a enfermée parce que j'étais indépendante, parce que j'étais différente, parce que je n'étais pas comme toutes ces femmes à attendre leur bien-aimé, à attendre le prince charmant avec qui elles pourraient se marier, parce que je n'étais pas à aimer les soirées mondaines. On m'a enfermée parce que je voulais simplement être qui j'étais, parce que je voulais simplement être sculptrice. Alors, être une muse, c'est rester à jamais dans l'ombre de l'artiste. C'est être rabaissé à ce que nous ne sommes pas. C'est être réduit à une créature que nous ne sommes pas. Mais je suis la créature de personne. Personne. Alors que cela ne vous amuse d'être une muse. Parce que par tous vous serez condamnés, et pour toujours, à être oubliés. Dans le rôle de Marc Chagall, le second témoin de la défense, Thomas Safie.
Alors, on s'amuse? Oui, il était drôle, Marc. Tout l'univers obéit à l'amour. Belle Psyché, soumettez-lui votre âme. Les autres dieux, à ce Dieu font la cour, et leur pouvoir est moins doux que sa flamme. Des jeunes cœurs, c'est le suprême bien, aimer, aimer. Tout le reste n'est rien. Sans cet amour, tant d'objets ravissants, lambris dorés, bois, jardins et fontaines, n'ont point d'appât qui ne soit languissant, et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines. Des jeunes cœurs, c'est le suprême bien, aimer, aimer. Tout le reste n'est rien. En 1927, j'ai commencé à illustrer les fables de La Fontaine. Je n'ai pas illustré celle-là. En fait, je ne l'ai pas illustré de mon pinceau, car à bien y réfléchir, ce poème, je l'ai illustré par ma vie. En 1927, cela faisait 18 ans que je l'avais vu pour la première fois. 18 ans que j'avais vu la couleur dont depuis je remplissais mes toiles. 18 ans que j'avais vu Bella. Avant elle, la toile de ma vie n'était pas tout à fait blanche. Ce serait vous mentir. Il y avait l'amour bleu de ma famille, que je peignais déjà, sans en avoir le droit d'ailleurs, parce que chez moi, ce que Dieu a peint, on ne le copie pas. Et puis il y eut la lumière de Paris, des amis, des maîtres, du Louvre. Il y eut ces courants par lesquels j'ai failli me laisser prendre, qui ont failli m'emmener au large, loin de ce que j'allais devenir. Il y eut ces courants d'art tristes, ces courants d'air vides, de la lumière que je voulais. Et puis il y eut ce vent rouge qui souffla sur la Russie en 17. Il y eut ces idées pour lesquelles il fallait vouloir mourir, pour que les astres stalinent, parce que c'était sur Lénine des mains de la Russie. Et puis le noir de la peur, le noir de la faim, le noir de mon peuple, dont on voulait la fin. Et puis le noir de l'exil aussi, en 41. Mais au milieu de tout ça, il y eut Bella. Il y eut cette femme qui a fait naître la seule couleur avec laquelle on peint, la seule couleur avec laquelle on vit, la couleur de l'amour. Ça n'était pas tout à fait le bleu de mon enfance, ça n'était pas tout à fait le vert ni tout à fait le jaune. C'était un peu plus que le rouge, c'était au-delà du blanc. Et c'était le noir aussi. En fait, c'était le lien entre toutes ces couleurs, c'était le vernis et le support, c'était le fond, c'était la forme. Et puis, un matin de mai 1944, ce ne fut plus rien. La palette s'était éteinte, elle qui n'était plus caressée par le reflet irisé de sa présence. J'étais descendu de mon chevalet et je ne ferais pas cavalier seul. 1 an, son silence fut le mien, celui de l'artiste, mais celui de l'homme aussi. Car celle qui était morte, ça n'était pas un modèle, ça n'était pas que ma muse. C'était ma maison, c'était ma femme. Alors, mesdames et messieurs du jury, puisque c'est un procès et que je témoigne à la défense, j'aimerais que l'on me dise ce que je dois défendre de ma muse. Son importance, on la sait. Alors j'aimerais que l'on me dise ce qu'on lui reproche. D'avoir sacrifié sa vie à mon art, de n'avoir été que muse quand elle put être femme. Mais elle fut femme, et elle fut ma muse, parce qu'elle fut aimée comme femme. Faut-il qu'elle ait été forcément triste? Faut-il que parce qu'elle ait inspiré un homme, qu'elle ait fait naître en lui des sentiments absolus, elle soit réduite à ce rang? Faut-il oublier, pour le confort de l'accusation, qu'il y eut des muses aimées, qu'il y eut des sentiments nobles? Faut-il que parce qu'un homme ait aimé une femme à la folie, cette folie forcément se soit déversée sur elle, cette folie forcément ait enchaîné sa belle? Parce que Bella, elle était libre. Elle était libre. Alors, mesdames et messieurs les jurés, faut-il qu'en voulant libérer certaines d'un mal dont elles n'étaient pas la cause, dont le coupable n'était pas leur statut,
vous les condamniez toutes, et vous condamniez Bella. Je n'ai pas aimé Bella pour l'étoile qu'elle m'a donnée, mais pour l'étoile qu'elle me fut, dans la nuit d'un siècle rouge, dans le sombre d'une Europe qui se déchirait. Je n'ai pas peint Bella pour la courbe d'une hanche ou pour le rose d'un sein, et vous n'en verrez pas dans mes tableaux, non. Dans mes tableaux, ce que vous verrez, ce sont des amants zélés, ce sont des amants ailés, volant au-dessus de Paris, volant des instants à la patrie. Alors Bella, enfin c'est à toi que je m'adresse. Je voudrais que, derrière nous, le public disparaisse, que nous nous retrouvions, tous deux, comme autrefois dans la pénombre d'un soir où tu veillerais pour moi, nous racontant l'histoire de nos premiers ébats, ce que ma peinture tait, ce qu'elle ne leur dit pas. Et couvre ta présence du joli nom de muse, mais toi et moi on sait que le concept abuse, qu'il trompe le lecteur sur ce que nous étions, parce que tu étais plus que ça, complice, amant, ami. Tu fus cette obsession dont j'ai couvert mes toiles, dont je ne peux me défaire, qui par-delà l'absence me retient dans ses fers, traînant dans mes yeux bleus l'empreinte de ton visage. Il s'imprime en relief sur chaque page de ce carnet corné que j'emporte avec moi. Ce n'est que ton reflet qu'ils retiendront de toi. Mais si mon œuvre dure, si elle traverse les âges, peut-être un jour, quelque poète percera le mirage, devinera sous la toile tous les trésors d'amour qu'ignorent complaisamment les membres de cette cour. Car c'est moins toi que j'ai peint, tu sais, Bella, que le rêve qui fut mien, qui fut nôtre, cette lumière allumée, comme tu aimais l'appeler, l'aube d'un autre monde, dont nous serions les apôtres. Alors ce soir, Bella, il ne me reste qu'à espérer qu'au pays des aveugles qui te blâment, le borgne soit roi et te défende, ma femme. J'appelle maintenant à la parole le plaideur de l'accusation, Maël Leroux. « 20 secondes. 20 secondes, c'est précisément le temps qu'il aura fallu à Jeanne Ébuterne, muse d'Amedeo Modigliani, pour échapper à la surveillance de son frère et se défenestrer après la mort du peintre. Enceinte de 3 mois, elle avait 21 ans. Elle aura vécu moins de temps que Camille Claudel n'aura passé internée en psychiatrie, brisée par Rodin. Voilà la réalité froide de la muse. Comme tant d'autres, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, elles furent broyées par notre silence, dont les secondes se sont transformées en siècles. Pourtant, la mythologie grecque nous a fait don de 9 muses, figures d'autorité. Elles présidaient les arts et la mémoire. C'est elles qui donnaient l'inspiration, pouvaient la reprendre. Elles savaient ce qui avait été, ce qui sera et ce qui fut. Mais, par un renversement de ce rapport de domination, l'autorité créatrice est devenue la chose créée. C'est l'artiste qui décide de l'inspiration de la muse. C'est l'artiste qui dirige et reste dans les mémoires. Elle ne s'appartient plus vraiment. Devenue muse, elle ne peut être autre chose, à peine quelqu'un. Alors il s'agit de rappeler que l'on attend de l'artiste autant que de l'humain, car l'un ne surpasse pas l'autre. Et que dire cela, ce n'est pas faire le procès de l'inspiration artistique, du sentiment amoureux ou de la passion, mais bien de leur dévoiement. Il n'est pas question non plus du procès individuel de chaque muse, parce qu'il y a bien sûr des exceptions, certaines s'en sont sorties, des figures d'inspiration étaient masculines, et on trouvera toujours des exceptions pour faire déjouer la raison. Ici, il est question de la majorité, de toutes celles qui ne s'en sont pas sorties. Et comment auraient-elles pu, dans ce cadre-là, enfermées et contraintes?
Et cette contrainte, cet enfermement, nous en sommes au moins complices, au pire coupables, car nous avons choisi de nous taire et d'oublier. Comme si c'était plus simple de respirer. Comme si se rappeler simplement du génie créateur était plus facile. Comme si l'artiste torturé ne torturait que lui-même après tout, et qu'à aucun moment la création ne pouvait détruire. Alors, pour que la réalité colle à notre confort, nous avons corrompu le langage et l'imaginaire. L'homme est devenu le génie créateur, libre et volage, alors que la femme est simplement un conducteur de ce génie masculin. Elle crée biologiquement après tout. Les femmes posent et les hommes disposent. Même la dépendance. Nous avons réussi à en faire une émancipation. Alors, Suzanne Valadon, vous avez accepté et reconnu que votre carrière dépendait de ce que les hommes avaient bien voulu vous accorder, car c'est cela le sort de la muse artiste. Mais ce que l'homme accorde d'une main, à tout moment il peut la reprendre de l'autre. Et c'est cela, ce phénomène de dépendance dans lequel nous sommes. Parce que Berthe Morisot, que vous avez cité, Marie-Anne Collot, Marie Laurencin et toutes ces artistes, on ne les retient pas parce qu'elles ont été artistes, mais parce qu'elles ont été muses de Manet, de Falconet et d'Apollinaire. Elle peut créer, mais elle ne survivra pas. Parce qu'à travers l'histoire de l'art, nous avons créé l'histoire de l'homme. Nous baignons, en réalité, toujours dans le mythe de Pygmalion. L'artiste fascine son modèle à partir de l'argile, il la façonne et c'est sa créature, elle lui appartient. Elle lui est même vitale, il ne pourrait créer autrement, c'est l'impératif artistique. Comprenez bien, il doit créer, alors il doit posséder. Et cet impératif artistique a pris le pas sur toutes les considérations humaines. L'impératif catégorique, l'éthique, cela n'existe plus. La muse est un moyen de production, la création est une fin en soi. L'œuvre prend le pas sur la femme qui n'est qu'un support. Comme s'il était impossible de créer autrement. Comme s'il n'y avait pas sur Terre suffisamment de souffrances et d'épreuves, de chagrins et de joies, de loisirs et de métiers, de croyances et de voyages. Comme si tant d'artistes n'avaient pas réussi à créer sans détruire. Comme si rien n'existait, à part Galatée. Certainement, la défense essaye d'y trouver de la beauté, un souffle profond pour nous emporter. Mais il n'y a pas assez de lyrisme sur Terre pour décrire la froideur de la réalité. Car cette soi-disant passion, c'est un tombeau de ferraille au bord rouillé. Cachée dans l'ombre de l'artiste, la femme doit s'y plier par tous les sacrifices. Elle s'y conforme ou elle crève. Parce que la beauté n'existe que pour celles qui, parfaitement dimensionnées, peuvent s'y intégrer. Mais toutes les autres, elles, sont arrachées, oubliées et mutilées. Être anonyme, c'est le sort ordinaire d'une muse. Alors, bien sûr, pour accepter cela et continuer à vivre avec, il faut un effort moral. C'est là toute la complicité de la défense et de l'hypocrite glorification du sentiment amoureux. Comme si l'inexplicable, c'est-à-dire l'amour et la passion, pouvaient justifier de l'inexcusable. Alors regardons Gala, la muse de Dali. On a dit d'elle qu'elle avait choisi la voie de la procuration, qu'elle, c'était lui. Mais où est le beau dans cela? Où est la passion? Car lorsqu'un seul des deux existe, ce n'est pas de l'amour, c'est un sacrifice. Et le sentiment n'a jamais pu justifier l'asservissement. Croire l'inverse, c'est insuffler une idée du sacré dans la muse. C'est considérer l'artiste comme l'objet d'un culte. C'est nous imposer le sacrifice de soi comme la passion ultime. Mais en réalité, ces muses ne se sont pas données par passion ou par amour, l'exemple de Suzanne Valadon le prouve, mais par nécessité. Car lorsque l'on ambitionne une carrière artistique, quel autre choix a-t-on que d'aller subir l'emprise de ces hommes qui savent tout, possèdent tout et décident de tout? Ainsi, c'est le même rituel qui se répète sous nos yeux. C'est la journée de l'artiste. Alors au crépuscule, à l'aurore, d'abord à l'aurore. À l'aurore, c'est le coup de foudre, comme décrit par Juliette Drouet. La muse est un miracle, on la glorifie. Cependant, on ne badine pas avec l'artiste. Il ne peut pas avoir un égal, encore moins une femme. Alors vient le temps de la dépossession, décrit par Camille Claudel. C'est le déjeuner, l'artiste se nourrit de sa muse. Elle n'existe plus par elle-même, elle est élève du professeur et maîtresse du maître. Et au temps du crépuscule, la nuit annonce l'ennui, c'est la disparition. Quand c'est l'artiste qui quitte la muse,
Personne ne s'en émeut, c'est l'ordre naturel des choses. L'artiste a besoin de voler pour créer. Quand c'est la mort qui frappe, alors l'artiste devient éternel et la muse ne vivra qu'à travers ses yeux. Ainsi d'Elsa Triolet, chroniqueuse des procès de Nuremberg, journaliste et écrivaine, première femme à obtenir un prix Goncourt. Et pourtant, on ne retient que les yeux d'Elsa, les mains d'Elsa, Aragon. Mais surtout, on ne quitte pas l'artiste, jamais. La muse ne peut pas partir. Lorsque Françoise Gillot a quitté Pablo Picasso, de 40 ans son aîné, il l'a poursuivi car il voulait la censurer. Et alors ce n'est pas René Char, Aimé Césaire, Pablo Neruda, Jacques Prévert et même Elsa Triolet qui ont voulu eux aussi la censurer. Car on n'attaque pas l'artiste. On ne naît pas muse, on le devient, mais on le reste tant qu'on nous le dit. Et quand c'est fini, quand il ne reste que le silence, alors vient l'oubli. Pour celles qui avaient la chance d'avoir un nom jusqu'ici. Oui, détruire pour créer, cela efface forcément. Mais comment reconnaître à la muse une dignité humaine, puisqu'elle n'est pas vraiment de ce monde? Elle est à la fois déesse et objet. C'est en la sacralisant qu'on la déshumanise. Certaines de ces oubliées sont mortes. D'autres ont obtenu une reconnaissance tardive, encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui n'est pas mieux qu'hier. Et l'histoire de l'art raconte souvent son état présent. Aujourd'hui, la force de l'art reste la force de l'homme. On le voit dans le studio, dans les théâtres, dans les cinémas, dans les prétoires. Pour sortir de l'infiniment petit, où l'on cantonnait des artistes comme Properzia des Rossi, il nous faut au moins les nanas de Niki. Pour créer le matrimoine culturel, il faut sortir du nu. Mais ce n'est pas le choix que nous avons fait encore. Nous avons choisi de glorifier la muse, comme si c'était le seul moyen de célébrer Hugo, Picasso et Rodin sans trop s'interroger. Nous avons choisi la hiérarchie, comme si les cadavres que l'on abrite à l'intérieur des cryptes valaient mieux que ceux qu'on empile au fond des rues. Aux grands hommes, les petites femmes reconnaissantes, il nous reste à déconstruire ce mythe. Il nous reste à détruire réellement la muse, non pas en tant que femme, mais en tant que cage, pour défendre, non pas la muse, mais la dignité de ces femmes, leur redonner un nom, une histoire et leur mémoire propre. C'est le chemin des dames, car l'art peut célébrer sans oublier. On peut s'inspirer sans s'effacer. Être artiste n'est pas lié à un genre, mais à une envie, et rien ne justifie l'infirmité de celle qui choisit la création. C'est le premier des devoirs et le dernier des rappels. Rien ne nous oblige, pour créer, à nous enfuir en dehors de l'humanité. Sous un tonnerre d'applaudissements, je vous prie d'accueillir l'avocat de l'accusation, Maître Francis Triboulet. J'eus dans ma blonde enfance, hélas trop éphémère, 3 maîtres, un jardin, un vieux prêtre, le clerc. Le jardin était grand, profond, mystérieux, fermé par de hauts murs au regard curieux. Le prêtre, tout nourri de Tacite et d'Homère, était un doux vieillard. Le clerc était Henri Leclerc. Victor Hugo aussi. Mesdames et messieurs de la cour, j'ai eu pour muse Henri Leclerc, du temps où j'étais avocat, avant de choisir cette noble fonction qui est aujourd'hui la mienne, celle d'accusateur public pour le compte de la FFDE. J'ai renoncé à ce métier d'avocat parce qu'à cause de ma muse, je me suis trouvé face à un dilemme impossible. Soit j'essayais d'être Leclerc et je ne pouvais pas être Leclerc.
Et en essayant d'être le clerc, je n'étais plus tout à fait moi-même. Le clerc fut une muse terrible, destructrice. Alors aujourd'hui, il faut commencer par écarter les malentendus. Premier malentendu, d'abord, c'est que je pensais que ce procès allait se tenir en face à la faculté de droit, et je me suis trompé. Heureusement, j'ai vu un petit attroupement devant l'entrée du Panthéon, et j'ai réalisé que c'était ici que ce procès allait se tenir. Et deuxième malentendu, c'est bien évidemment pas la muse, aujourd'hui, que nous jugeons. Ce n'est pas contre la muse que nous portons cette accusation légitime, mais contre les abuseurs de muse. Ça n'a pas de sens de vouloir condamner la muse. La muse, l'égérie, c'est la personne qui inspire ou conduit une autre personne à se montrer créative. Donc il faut bien cibler l'accusation ce soir. C'est évidemment pas cette muse que nous voulons voir condamnée et que vous allez condamner, Madame le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour. Nous allons ce soir juger donc les abuseurs de muse, mais nous allons quand même juger les 9 filles de Zeus dont on a un peu parlé. Monsieur l'avocat junior, nous n'éludons pas la question. Ces 9 musettes, dont vous avez appris le nom par cœur, il y avait à l'époque où on enseignait les muses un moyen mémotechnique de se souvenir de leur nom. Clame, Eugénie ta mélodie, terrible et polonaise, euphonie calculée. Vous les avez apprises par cœur. Félicitations. J'ai même pas pu apprendre par cœur, moi, ce moyen mémotechnique. Il faut que je le lise. Alors, ces 9 muses, voyez-vous, je les ai rencontrées. Je les ai rencontrées parce que, avant de venir ici porter l'accusation contre elles, je voulais les connaître un peu mieux. Ça fait pas mal de siècles qu'on parle d'elles, et je dois vous dire que dans l'intimité de mon bureau de procureur, je n'ai pas été subjugué par ces femelles. Calliope, celle qui a une belle voix, son domaine d'intervention, c'est la poésie épique. Très bien. Clio, qui est célèbre, Clio, son domaine, c'est l'histoire. Si, sympathique jeune fille qui est venue en voiture jusqu'à mon bureau. L'aimable, son domaine, la poésie lyrique et l'érotisme. Alors celle-là, effectivement, une muse un peu différente des autres, hein. Un peu plus glamour. Je discutais avec elle. À un moment donné, je me suis un peu laissé aller et je l'ai regardée droit dans les yeux. Je lui ai dit « Madame, si ma robe de procureur était de bronze, vous entendriez sonner le tocsin. » Le lendemain, elle me balançait sur MeToo, balance ton porc, etc. On ne peut plus rien dire aujourd'hui. Je la retiens, celle-ci. Je la retiens. Euterpe, la toute réjouissante, son domaine la musique. Melpomène, la chanteuse, tragédie et chant, son domaine de prédilection. Polymnie, la rhétorique et l'éloquence. Je crois que c'est la muse préférée de l'avocat Le Borgne. Polymnie, il nous en parlera certainement. Après cette muse qui a un nom impossible, Terpsichore, la danseuse de charme, son domaine la danse. Ensuite, il y a Thalie, la florissante, l'abondante, son domaine la comédie. Uranie, la céleste, son domaine l'astronomie. Bien. Ces muses-là, je vais vous dire, elles ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps et
Il faut les condamner. Il faut les condamner parce qu'elles ne servent plus à rien, elles sont usées. On ne les enseigne plus. Lorsqu'un procès comme celui-là est organisé, il faut fouiller pour retrouver leur nom et elles ne nous intéressent plus beaucoup. Et puis, ces médiatrices imposées entre le créateur, je veux dire l'artiste créateur, et le créateur, elles n'ont plus de sens aujourd'hui. On est dans une civilisation de l'instant, de la rapidité. On va directement vers le fournisseur. C'est celle du particulier à particulier, du particulier à divinité, sans passer par la muse. Plus besoin de la muse pour avoir accès à celui qui est au-dessus de nous. Elles sont inutiles, vous les condamnerez. J'aurais pu, dans mon cabinet, enfin dans mon bureau, leur faire un rappel à la loi, mais cela aurait fait que Maître Le Borgne n'aurait plus de fonction ce soir. Alors, j'ai préféré, j'ai entendu qu'il y a un commencement de reconnaissance de culpabilité, parce que c'est une possibilité aussi, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Bien. Je vous disais pour commencer mon propos que j'avais personnellement subi ma muse professionnelle. Voyez-vous, ces 9 muses, pour se défendre, j'imagine, mais cela sera confirmé, elles sont allées à l'ordre des avocats de Paris pour demander un avocat. Et elles ont certainement dit, vu la force de l'accusation que nous anticipons, il nous faut le meilleur d'entre tous. Et l'une d'entre elles a certainement dit, oui, celui qui a le plus bel organe du palais. Alors évidemment, la préposée, derrière son bureau à l'ordre des avocats, a immédiatement pensé à Jean-Yves Le Borgne. Jean-Yves Le Borgne est incontestablement l'avocat qui est doté de l'organe le plus impressionnant du palais. Jean-Yves Le Borgne, un ténor avec une voix de stentor, au service de manières raffinées, toujours délicates, jamais un butor, toujours un mentor. Voilà Jean-Yves Le Borgne. Mais prenez garde, parce que cet avocat possède l'immense avantage d'inspirer l'amour par la gentillesse de ses manières. Mais sous son exquise politesse, sous son calme affecté, il y a une violence inouïe. Prenez garde donc, l'exquise politesse de ses manières adoucit si bien la tournure malicieuse de ses idées qu'on ne peut jamais l'accuser de méchanceté. On est subjugué par l'admirable éloquence sortie, bouillante du cœur et de l'âme de cet avocat. Mais méfions-nous de ces orateurs pervers qui suscitent une telle admiration qu'elle empêche toute réflexion. L'orateur hors pair a cette faculté exceptionnelle de vous emmener dans son discours et, à l'issue de sa plaidoirie, on ne comprend qu'une chose, on ne réalise qu'une chose, c'est que la chose qu'il a voulu vous jeter dans la tête y est bien présente. La force de séduction de ces avocats, ils sont très peu nombreux, mais de la Jean-Yves Le Borgne, c'est qu'il vous prend par la main, vous promène et vous emmène là où exactement il veut vous faire tenir. Et sa puissance séductrice fait que votre cerveau abolit tout discernement et qu'en réalité, vous êtes devenu sa proie. Vous ne pouvez plus raisonner. Vous êtes porté. Vous allez vivre cette expérience tout à l'heure. Je ne vous mets aucune pression, monsieur le bâtonnier. Vous allez vivre cette expérience extraordinaire, unique. Et ils sont très rares, les orateurs, à pouvoir faire cela. Henri Leclerc était parmi ceux-là. Combien de fois j'ai assisté à des audiences en compagnie de celui qui était mon patron puis mon associé, et je me disais, le stylo à la main, ce coup-ci, je vais écrire mot à mot toute sa plaidoirie. Et au bout de quelques instants, je laissais tomber mon stylo parce que j'étais emporté. J'étais emporté comme le reste de l'assistance. Alors
Attention. Attention. Cet homme va faire mine de vous convier dans l'Empyrée, cette sphère céleste où habitent les dieux, mais ne soyez pas dupes. C'est un mirage, une tromperie. Résistez à cette sirène, et je vous donnerai un moyen tout à l'heure. Vous, le jury, pour résister à cette secousse tellurique que vous allez subir. De mon côté, je demanderai peut-être à ce qu'on m'attache et qu'on me bâillonne pour m'empêcher de dire à cet homme tout le bonheur qu'il me verse par flots, les flots de son éloquence pure depuis tant d'années, cette éloquence entière, grande et pleine. C'est bien simple, en l'écoutant plaider, je suis certain que je vais sentir en moi ce mouvement d'inspiration qui met le poète au-dessus de l'humanité. Même quand il aura fini de plaider, vous verrez que le silence est encore de Le Borgne. Mais je suis un homme méchant. Je suis un homme méchant et surtout je suis investi d'une mission ce soir. Je suis méchant. Sachez par exemple que l'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua mon talon. Que croyez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Mon mentor, maintenant que je suis procureur, c'est Ernest Pinard, le procureur impérial, qui a raté de peu Gustave Flaubert et son subversif Madame Bovary, mais qui a eu quand même un petit peu de Baudelaire en empêchant la parution de certains de ses poèmes des Fleurs du Mal. Ernest Pinard, tu es mon mentor aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on est un accusateur, on goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'un prestigieux jury, à voir de minute en minute les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, des larmes, des soupirs, l'innocente pudeur d'âme qui ont peine à rendre les armes, à vaincre les scrupules d'équité dont vous vous faites un honneur, et vous menez doucement là où on veut vous mener. Mais lorsqu'on a obtenu l'accusation, qui est encore plus délicieuse lorsqu'elle est injuste, lorsqu'on a obtenu cette accusation, on s'endort dans la tranquillité d'une telle condamnation. À moins qu'un nouveau procès se présente à nos désirs et fasse que nous ayons à nouveau envie de nous replonger dans une accusation, peut-être même sordide. De mon côté, quand j'ai cette condamnation, je me dis qu'il n'y a plus rien à dire, rien à souhaiter, et que tout le beau de la passion de requérir est fini. Mais lorsqu'un nouveau procès se présente, je ressens en moi l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Je me sens un cœur à requérir contre toutes les muses de la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes accusatoires. Malheureusement, ce soir, il y a peu d'espoir. Il y a peu d'espoir parce que j'ai essayé de recadrer, de recipler l'accusation, mais la donne a été établie par la Fédération d'emblée, c'est le procès de la Muse. Alors vous allez dire, probablement, qu'on ne peut pas condamner la Muse. Je sens bien, cher jury, que vous allez être bouchés comme des salières de cantine aux arguments que je développe. Je sens bien que vouloir vous convaincre, c'est comme essayer de convaincre un taureau qui est en train d'honorer une vachette qu'il ferait mieux d'aller acheter les œuvres complètes de Bernard-Henri Lévy. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Mais franchement, quand même, franchement, ces musettes dont je vous ai parlé, celles-là, au passage, vous pouvez les condamner. Elles sont inutiles.
elles n'ont plus lieu de continuer à prospérer. Il me faut maintenant requérir. Il me faut requérir, et même si je pense que vous ne me suivrez pas, ma mission est de le faire, et de le faire de façon juste. Voyez-vous, mon âme n'est pas à ce point méchante qu'elle ne fasse pas la part des choses. Je vais vous demander donc de condamner cette bande de sauterelles viles et inutiles, ça vous l'aurez compris. Je vais vous demander aussi de condamner les abuseurs de muses. Pas de double peine pour les muses. Muses sacrifiées, muses abusées. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens de, également, condamner le concept de la muse. Il a été rappelé que nous ne sommes rien, que la première des sagesses pour un homme, c'est d'accepter de n'être rien. Et nous nous formons en accumulant les inspirations. Vouloir priver l'homme de l'inspiration, c'est vouloir le priver de toute chance de grandir. Cela n'a pas de sens. Maintenant, vous allez entendre l'avocat de la défense. Alors, l'avocat de la défense, si vous voulez échapper, avoir une chance d'échapper à ce tsunami d'éloquence qui va s'abattre sur vous, il y a un moyen emprunté à Ulysse. Souvenez-vous, Madame le Président, Ulysse, qui voulait sauver ses compagnons de voyage, les marins. Il avait trouvé une solution bien simple. Cette solution, vieille comme le monde, c'est le persil. Je vais vous remettre, Madame la Présidente, ce bouquet de persil. Je vais vous demander de détacher une petite branche de persil pour chacun des membres du jury. Je vous invite à positionner cette petite branche de persil dans votre conduit auditif. Observez Jean-Yves Le Borgne. Vous verrez sa prestance, vous verrez ses lèvres bouger, ça suffit largement. Vous verrez, c'est l'homme dans toute sa magnificence. C'est bien assez. Mais vous garderez intacte votre capacité de juger. Vous ne vous laisserez pas pervertir par les arguments de celui-ci, dont je vous ai dit que ce n'est pas tant son argumentation qui va vous convaincre, mais cette façon extraordinaire de vous emmener là où il veut vous emmener. Ne vous laissez pas faire. C'est important de faire cela. Alors, je vous adjure, Madame le Président, acceptez ce bouquet de persil et faites en sorte que les jurés ne négligent pas cette petite branche que vous allez donner à chacun d'entre eux. Pour conclure ce procès, j'appelle maintenant à la parole l'avocat de la défense, Maître Jean-Yves Le Borgne. Faut-il à ce point être convaincu qu'on défend la mauvaise thèse, que l'on distribue de quoi assourdir ceux qui vont la juger? Il est clair que mon contradicteur se sait perdu d'avance et qu'au fond, se réfugiant dans la verdeur, dans tous les sens du terme, il distribue du persil au jury en espérant ainsi que les arguments ne parviennent pas jusqu'à lui. Sans compter cet envoi de fleurs étouffant dont j'ai fait l'objet, et qui me rappelle un vieux mot que j'aime beaucoup, cette exquise courtoisie qui ne présage de rien de bon. En réalité, en venant ici, j'imaginais que nous parlerions des muses et de l'inspiration. Point du tout. J'ai entendu diverses prises de parole, qui d'ailleurs se sont
précisé avec les réquisitions finales, qui était une sorte de lamentation, voire de l'autre côté d'une présentation laudative de ces malheureuses femmes qui, au cours de l'histoire, ont accompagné des hommes de talent. Qu'est-ce encore que cet égarement dans un féminisme à la mode? Et puis, ces compagnes des artistes ainsi désignés étaient-elles vraiment des muses? N'étaient-elles pas plutôt quelques égéries, quelques compagnes qui, de temps à autre, faisaient admettre que l'inspiration manquait, à défaut de la produire elle-même? Est-ce cela qu'on appelle une muse? Une égérie, peut-être, mais je n'en suis pas sûr. J'ai trouvé que nous étions tragiquement dans l'ordre de l'histoire, dans le prosaïsme de l'ici-bas, et que la notion de muse avait complètement perdu ce qu'elle était au fond. Un certain nombre ont évoqué les muses, dont les noms sont évidemment si compliqués que je ne m'en souviens pas. Il en est une, semble-t-il, qui vous a inspiré, celle qui vous faisait sonner le glas sous votre robe de bronze. Passons sur cette inspiration-là. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très artistique. Mais la vraie question est de savoir ce qu'est une muse. Et si l'on en a parlé, je n'ai pas le sentiment un seul instant que ça a été le cas. Pour moi, la muse, c'est ce qui représente, ce qui incarne l'inspiration. Car l'inspiration, ce n'est pas quelque chose que l'on a dans sa poche, dans sa main, comme ça à disposition. Que l'on soit sculpteur, peintre, écrivain, artiste de quelque manière que ce soit, ce qui fait de temps en temps défaut, c'est la puissance créatrice, c'est la capacité de donner quelque chose, de sortir quelque chose de soi-même. Et là, peut-être, l'invocation des muses prend sa signification. Lorsque celui qui voudrait être un créateur s'aperçoit que la puissance lui manque, s'aperçoit qu'il ne sait pas que dire, que faire, que créer, alors il prie. Il prie, il se tourne vers ce ciel qui peut-être va lui inspirer quelque chose. Et parce qu'il faut que, entre l'homme et Dieu, il y ait parfois quelques relais. En matière de création, on appelle ça la muse. Les muses ont beaucoup menti, ou les auteurs qui les ont évoquées ont menti pour elles. Je ne suis pas bien sûr qu'Homère ait véritablement entendu Calliope lui raconter les circonvolutions des voyages d'Ulysse, mais peu importe, que cela soit vrai ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'on sache ce que c'est qu'une muse. Et aujourd'hui, on vous a parlé quoi? Des abuseurs de muses. Nous avons, mesdames et messieurs, les pieds dans MeToo, vous l'avez dit d'ailleurs. C'est un peu lamentable. Ce n'est pas véritablement le sujet. Que des femmes aient été dans l'ombre des hommes, peut-être dans certains cas, qu'il faille, vous le disiez, madame, au début de notre propos, que les femmes prennent toute leur place. Soit, j'y souscris, mais c'est un combat de l'histoire, c'est une situation de la conjoncture, c'est au fond un peu de la politique. Mais en réalité, cela n'a rien à voir avec l'inspiration des artistes. Nous la cherchons quand on veut créer, nous la cherchons dans les cieux, nous essayons de trouver un relais, nous nous tournons vers la muse et nous lui demandons « Donne-moi quelque chose, que quelque chose de ta puissance me traverse pour que la création survisse. » Ça,
c'est parler de muse. Mais sinon, les abuseurs de muse, qu'on les condamne, je veux bien, mais est-ce bien notre sujet? Il y a, dans celle qu'on a évoquée, une sorte d'extinction de la personne, une sorte d'étouffement. Les uns et les autres, vous l'avez dit, vous pour dire que c'était un crime, vous pour dire qu'au fond, c'était une harmonie merveilleuse, mais en réalité, y avait-il dans tout cela quelque chose qui concernât le cœur du sujet? Car le cœur du sujet, à mes yeux, c'est l'inspiration. Il y a dans la création une hypothèse que l'on pose, c'est qu'au fond, tout ce qui est artistique ne vienne que de l'homme. Une sorte d'horizontalité au niveau de notre monde, que rien dans ce qui est créé ne vienne d'ailleurs que de soi. Ah, quelle impudence, quelle arrogance, quelle extraordinaire fierté de soi-même. Il y a peut-être, ne le croyez-vous pas, de temps en temps, un souffle. Oh, les poètes l'appellent divin, peu importe. Ce que ceux qui ne croient pas en Dieu croient au moins en l'inspiration, en ce souffle qui nous enthousiasme, c'est d'ailleurs le cœur du mot, qui nous fait retirer de nous-mêmes ce que nous ignorions qui était caché. Il y a parfois des mots qui sont des mots de génie, qui surgissent d'une plume qui n'a pas plus de mérite que celle d'un autre, mais on voit celui qui a été choisi, disons, par le destin pour porter un message à l'humanité. Il y a des mots qui sont en dehors de la capacité humaine. Tenez, le désespoir. Et la mort, à mes yeux, étouffant la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa liberté. Il y a, à travers un certain nombre de grands mots, des inspirations dont on n'est pas tout à fait sûr qu'ils soient imputables à l'homme. Lorsque Vigny écrivait « J'ai mis sur le cimier doré du gentilhomme une plume de fer qui n'est pas sans beauté. J'ai fait illustre un nom qu'on m'a transmis sans gloire, qu'il soit ancien, qu'importe. Il n'aura de mémoire que du seul moment où mon front l'a porté. » Peut-on, à un moment quelconque, imaginer l'orgueil manifesté d'une façon plus claire, plus immédiate? Je crois, pour ma part, qu'il y a dans la création artistique un je ne sais quoi de correspondance avec un autre monde, et que la muse est le symbole, est l'incarnation de ce passage entre cet au-delà insaisissable et le monde hic et nunc que nous habitons. Il y a nécessairement un moment où les choses se matérialisent, où elles s'inscrivent dans l'histoire, où elles se marquent dans le temps, et l'on sent souvent qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles viennent de plus loin, et qu'il y faut une explication. Oh, pas une explication exhaustive, on serait bien incapable de l'apporter, mais quelque chose qui veuille signifier cette part d'exception qui de temps en temps se glisse dans l'homme, ce je ne sais quoi de souffle qui fait que l'on est plus que soi-même. Il n'y a pas de hiérarchie d'un individu à l'autre, il y a de temps en temps un choix injuste qui fait de l'un d'entre nous un messager. Alors, condamnez, si vous le voulez, les abuseurs de muses, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet était de savoir si les muses sont utiles, si les muses sont heureuses, si les muses doivent être honorées. Et les muses, mesdames et messieurs, c'est ce qui nous relie à l'au-delà, c'est ce qui fait le transport de l'extraordinaire jusqu'à nous. Et vous ne pourrez pas condamner ce message, condamner ce passage,
condamner cette capacité que nous avons de temps en temps d'être divins. L'accusation est une sorte de fierté humaine qui confine au sacrilège. La muse, c'est cette part en nous qu'il y a de Dieu. Il est ardu de prendre la parole, ne serait-ce que pour annoncer que le jury va maintenant se retirer pour délibérer après de si brillantes prestations. Merci à tous et nous reviendrons dès que le jury aura trouvé un gagnant et un meilleur témoin. Eh bien, c'est le moment que vous attendez toutes et tous. Donc encore merci pour cette belle invitation. Je pense que je parle au nom de mes camarades et qu'on a tous passé et toute une très belle soirée à parler d'inspiration, à parler de muse, à parler d'art et aussi de femmes. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'anime un podcast qui s'appelle Les Passionnariats et tous les jours je donne la parole à des femmes du monde des arts et de la culture pour parler de leur parcours, pour parler de comment elles font avancer la cause féministe par la création artistique, par leur métier. Voilà, je trouve ça très beau de pouvoir défendre ces valeurs et de pouvoir combattre ces inégalités aussi à travers ce format ce soir. Je vais être plutôt brève puisqu'on va toutes et tous prendre la parole de manière successive avant de vous donner les résultats. Je suis très impressionnée par l'éloquence de vos prestations et de vos plaidoiries de ce soir. Je trouve que dans tout ce qu'il y avait à l'intérieur de vous, on perçoit aussi beaucoup de travail. Donc je voulais vous féliciter aussi pour ça, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas de génie sans travail. Donc bravo. Et voilà, j'ai un petit mot pour chacun d'entre vous. Il faut être bref et efficace. On a toujours salué mes qualités de synthèse, alors je vais essayer de briller pour ça ce soir. Mao, je vous ai trouvé impactante. Thomas, je vous ai trouvé très poétique. Sofiane, je vous ai trouvé profondément audacieux. C'est évidemment une très grande qualité et un très beau compliment. Alexandre, je vous ai trouvé brillant. Cyprien, je vous ai trouvé magnétique. Et Maël, je vous ai trouvé captivant. Voilà, ça sera mes mots pour ce soir. Et je passe la parole désormais à Antonin Lévy qui va poursuivre cette annonce. Bonne soirée. J'aimerais que l'espace d'un instant, vous vous retourniez et que vous regardiez, toutes et tous dans la salle, si le caméraman veut bien faire de même, que vous regardiez ce qu'il y a derrière vous. Regardez. Regardez la profondeur de cette salle. Regardez la hauteur de cette voûte. Regardez cette splendide coupole. Regardez le léger reflet pendulaire de ce pendule de Foucault qu'on aperçoit par moments dans la pénombre. Regardez ces œuvres au fond. Regardez la lumière qui les éclaire. Regardez la splendeur et la beauté de cette architecture. Regardez ce lieu sublime dans lequel nous avons, pendant 2 heures, eu la chance d'être accueillis. C'est en me trouvant ici que je vois la splendeur de tout ce qu'il y a derrière nous. Et cela rend d'autant plus incroyable la manière dont vous avez capté et limité à ce seul endroit l'attention complète pendant vos prestations. Le talent de votre éloquence, la force de vos mots, Madame, Messieurs, a su, pendant ces 2 heures, effacer cette splendeur pour l'ensemble du public et faire que nous avons été abreuvés, que nous avons été nourris
par la qualité de vos mots et de votre éloquence. Collectivement, un très 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 grand bravo. Merci beaucoup. Eh bien, merci effectivement pour ce focus que vous avez fait. Merci aussi pour les petites révisions historiques que vous m'avez obligé à faire, puisque je ne suis pas du tout spécialiste des personnages dont vous campiez un peu les existences, et j'en ai appris beaucoup, donc merci vraiment. En tant que comédienne, j'ai été ravie aussi parce que on n'a pas vu beaucoup de spectacles cette année, donc franchement, vous étiez grave bon. Et alors après, politiquement, bon, je suis féministe, lesbienne, donc forcément mon cœur allait un petit peu à certains endroits. Politiquement, j'ai entendu des choses qui en un autre lieu et en un autre contexte m'auraient fait ulcérer ou claquer la porte, mais je pense qu'elle est un peu lourde pour moi. Mais bravo à tous. Donc bon, merci quand même d'avoir dit quelques propos cohérents dans tout ça. Maëlle, merci. Voilà. Mais sinon, merci à tous. En vrai, c'est super et bonne chance pour la suite. Je me suis demandé un bref instant en arrivant ici pourquoi j'avais accepté l'invitation de la FFDE. Je me suis dit que peut-être c'était pour me faire revenir au Panthéon où je n'étais pas venu depuis longtemps, peut-être que c'était pour regarder Puvis de Chavannes et Laurence, peut-être pour découvrir les œuvres de Anselm Kiefer que je n'avais pas encore pu voir, je ne dirais pas admirer, mais voir simplement. Je me suis dit qu'il était étrange de venir ici pour entendre parler de la muse, qui est un concept que, autrement qu'en historiographie, on n'a pas entendu parler en histoire de l'art depuis au moins 150 ans. Et puis, je vous ai entendu, madame, messieurs, et j'ai compris pourquoi j'étais là. Je dirais la même chose qu'un de ceux qui m'a précédé. J'ai été absolument transporté pendant l'intégralité de ces plaidoiries. Je n'ai pas détourné mon regard pour aller regarder les fresques comme on le fait à la messe pendant un sermon quand on s'ennuie. Je vous ai écouté, vous m'avez convaincu, certains ou certaines plus que d'autres. J'ai été frappé par le fait que, ici, le masculin l'emporte dans les discours de façon systématique, qu'on parle peu de « il et elle », et essentiellement de « il » contre « elle », ce qui m'a quand même aussi beaucoup surpris. J'ai compris que nous étions dans une situation dans laquelle on ne pouvait pas accuser la muse, puisque accuser la muse, c'est se livrer immédiatement à l'opprobre public, et que du coup, aucun d'entre vous n'a finalement fait ce pourquoi vous étiez censés être là, messieurs de l'accusation. Peut-être que c'est ce qui m'a conduit effectivement à être plus sensible à certains témoins de la défense, chacune et chacun dans son rôle, à votre capacité, madame, monsieur, à occuper entièrement votre place et votre... Je ne sais pas si vous étiez les personnages que vous étiez censés incarner, mais vous me l'avez fait croire, et je vous en remercie, et je vous remercie tous de m'avoir fait passer ce moment assez extraordinaire. Alors voilà, il va falloir que quelqu'un, bien sûr, dise quel a été notre verdict. Alors je vais quand même vous faire un tout petit peu patienter. Alors je sais que derrière moi, il y a au moins un membre du jury qui piaffe, si je le fais patienter, mais je vais peut-être aussi le faire patienter. C'est mon privilège, après tout, de présidente. Je voulais avant tout vous remercier. Merci beaucoup de votre invitation. Moi aussi, je ne savais pas du tout à quoi je m'attendais. Moi, j'avais assez envie de revenir au Panthéon, donc je pense que c'était aussi une des raisons pour lesquelles je suis venue. Mais j'avais aussi, comme souvent, parce que c'est quelque chose dans mon métier qui m'intéresse beaucoup, envie de vous écouter, vous, les jeunes gens d'aujourd'hui, et vous qui êtes venus les écouter, les soutenir, les accompagner, vous qui les invitez, et qui êtes aussi des jeunes gens, à participer. Ça, c'est vraiment toujours quelque chose qui m'intéresse. Et
Dans ces temps complexes où beaucoup limitent leur communication à quelques caractères, en un tweet ou deux, voir que des tout jeunes gens se frottent comme cela à l'éloquence et à une éloquence poussée, à une éloquence pendant de longs moments, eh bien écoutez, je trouve ça passionnant. Donc bravo et surtout continuez. Moi aussi, comme mes camarades, j'ai passé un moment très agréable. Moi aussi, je ne me suis pas laissée emporter à penser à autre chose, alors que, évidemment, ici, il serait aisé de partir dans beaucoup de pensées différentes, puisque ce lieu en lui-même raconte tellement de choses entre Sainte-Geneviève et le Panthéon, et ce qu'il représente à nouveau aujourd'hui. Mais non, je vous ai écouté, je n'ai pas failli, j'ai écouté chacun mot, et je pense que ça aussi, il faut vous en remercier les uns les autres. Alors je me souviendrai longtemps de cette soirée pour votre talent aux uns et aux autres, pour la capacité de l'avoir su l'exprimer. Je m'en souviendrai aussi parce que je crois que c'est la première fois, maître, qu'on essaye de m'acheter avec un bouquet de persil. Voilà. Alors, à vrai dire, vous avez placé ça sous le signe de l'Odyssée. Alors évidemment, de fait, je ne peux rien en dire, mais quand même, j'ai regretté le moment où on m'achetait encore avec un bouquet de roses ou de pivoine. Enfin bon, j'accepterai ces éléments-là. Je vous ai, moi aussi, comme mes camarades, vraiment tous bien écoutés et tous bien aimés sous le point de vue de l'éloquence. J'ai regretté, malgré tout, et peut-être parce que j'ai été la directrice pendant quelques années d'un atelier devenu musée d'un grand peintre qui a beaucoup taquiné la muse, Eugène Delacroix, et qui avait mis sur la façade de son atelier un moulage en plâtre représentant les muses dont nous parlions tout à l'heure. J'ai regretté que tout ça s'enferme un tout petit peu dans un débat entre ces pauvres muses enfermées et ces abuseurs de muses, pour reprendre l'expression tout à l'heure de Maître Triboulet. Parce que la muse, évidemment, c'est autre chose, et que la muse nous dépasse, et qu'elle est sans doute, et là aussi je pense à Delacroix, comme l'ange, ni homme ni femme. Et je vous engage, si vous avez envie d'aller voir des anges, de retourner demain matin à Saint-Sulpice, autre grand monument dans lequel la peinture de Delacroix a été récemment restaurée. Alors, après ce trop long préambule, parce qu'ils sont sur des charbons ardents, et puis mes camarades veulent rentrer dîner, donc il va falloir que j'annonce tout ça. Pour nous, et pour un certain nombre de raisons, Madame, c'est vous que nous avons trouvé être le témoin le plus éloquent et qui nous a le plus convaincus. Et je voulais vous féliciter. Vous avez su, avec beaucoup à la fois de sérénité et beaucoup de sensibilité, nous tenir et d'une certaine manière aussi vous détacher de ce qui nous a peut-être tous un tout petit peu étonnés dans ce rapport peut-être très contemporain de l'abus de la muse. Vous vous êtes élevés au-delà de ça. Et vous avez incarné une Suzanne Valadon dont la logique historique et la vie ne sont pas tout à fait exactes, mais on vous le pardonnera aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, une Suzanne Valadon convaincante, sensible. Donc bravo madame, et vraiment, c'est à vous que le jury vraiment décerne le prix aujourd'hui du meilleur témoin pour son éloquence et pour sa force de conviction. Puis, je dois le dire, vous serez 2 fois récompensés, puisque c'est à votre équipe de défenseurs que nous avons pensé que c'était aussi la meilleure équipe. Qui avait avec à la fois vraiment sa diversité, qui a été soulignée d'ailleurs par d'autres que moi juste avant, certainement su porter cet attachement que vous aviez. Alors, peut-être pas à la muse, mais à l'incarnation de la muse pour chacun d'entre vous. Et finalement, c'était évidemment très bien. Alors évidemment, messieurs, ce n'est pas du tout que vous avez manqué de talent. Ce serait absolument indigne. Et je dois dire que j'ai apprécié beaucoup la manière dont vous avez réussi à nous faire rendre sensibles cette pauvre Juliette.
savez, qui, à Guernesey, était vraiment dans une toute petite maison pendant que tout le monde s'amusait bien à Haute-Villahousse. Mais voilà, vous devez la rendre sensible et relire le grand Totor en essayant de chercher Juliette. C'est en soi quelque chose d'intéressant. Bravo, monsieur, de l'avoir fait. Évidemment, Cyprien, vous avez incarné avec une passion, avec une force qui nous a évidemment séduits. Et je rejoindrai Maëlle, ce qui a été dit tout à l'heure, pour votre capacité effectivement de conviction et de votre force. Donc ça a été aussi bien sûr un très grand plaisir de vous écouter. Merci messieurs, maîtres, de vous être prêtés à ce jeu, de les défendre ou au contraire de porter l'accusation. Et grand merci à tous et je vous souhaite bien sûr à tous une très belle soirée, un très bel été et beaucoup d'éloquence à venir. Notre temps en a besoin. Merci infiniment.